Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de cette fameuse semaine des 4 jours. 95% des salariés souhaitent passer à la semaine des 4 jours. On va revenir sur ces chiffres avec Coralie Rachet, elle est Managing Director cabinet Walters People et Robert Walters France, elle est notre invitée. Smart et réglo, ça c'est un sujet important. Le point sur les ruptures conventionnelles, elles sont très nombreuses, elles sont très encadrées aussi et on fera le point avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, l'intégration des LGBT dans l'entreprise. On reviendra sur une étude IFOP dans le cadre de cette journée internationale de la lutte contre l'homophobie. Tout cela avance très lentement, il faut impliquer notamment la direction et les managers sur ces questions de discrimination sexuelle. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer, un influenceur de votre entreprise, bah oui c'est peut-être une bonne idée, on va en parler avec Julien Morisson, il est CEO justement des Années Folles. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, la semaine des 4 jours. Alors on a eu une grosse séquence télétravail, on en a parlé pendant des mois et des mois. Là on est en train de basculer sur un autre sujet central, la semaine des 4 jours. On en parle avec vous, Coralie Rachet. Bonjour, Managing Director cabinet Walters People et Robert Walters France. Vous êtes un cabinet de recrutement très connecté évidemment aux tendances. Cette étude est très intéressante, c'est vous qui la portez d'ailleurs. 95% des salariés souhaitent ou souhaiteraient passer à la semaine des 4 jours. Enfin, c'est un chiffre colossal. Sans surprise. Sans surprise de notre côté, effectivement, 95%, c'est quasi l'unanimité des cadres, et des cadres et des non-cadres d'ailleurs, parce qu'on parle du cabinet Walters People qui est spécialisé sur l'intérim expert, donc qui prend employés, cadres et non-cadres. Et ça vient traduire beaucoup de choses. D'abord, qui questionne de quoi on parle quand on parle de semaine de 4 jours. Est-ce qu'on parle de réduire 5 jours en 4 jours en termes de temps de travail? Est-ce qu'il y a une réduction de salaire? En tout cas, au travers de notre enquête, 76% des gens qui ont été sondés expriment le fait qu'ils sont OK pour garder le même temps de travail réduit sur 4 jours et pour 20% d'entre eux, de réduire leur rémunération. Alors, il y a plusieurs sujets que vous soulevez. Est-ce que ces 4 jours et la semaine des 32 heures qui a été un sujet politique pendant une campagne présidentielle? Est-ce que c'est une semaine de 4 jours en réduisant le salaire? Ça, c'est des sujets. Et puis, il y a quand même l'idée chez ses collaborateurs, je trouve ça intéressant dans votre étude, 46% d'entre eux pourraient faire une croix sur les formations et 41% sur le télétravail. C'est-à-dire qu'ils disent « Ok, je ne fais plus de télétravail, mais par contre, vous me garantissez ma semaine des 4 jours. » Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est un signal hyper fort, en fait, sur leur nouveau rapport au monde du travail, dans les faits. Dire qu'ils attendent beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de sens, de temps libre, et qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour avoir plus de flexibilité. Dans notre dernière enquête, on avait aussi ce chiffre qui disait que 84% des candidats et remettaient complètement en questionnement la place de la valeur travail. Et l'IFOP, d'ailleurs, l'a placé en 4e position pour la première fois, après famille, amis, loisirs. Donc ça en dit long sur leur envie de trouver cet équilibre. On voit ce chiffre de 95%, vous dites sans surprise, mais en effet, c'est un sujet dont s'en parle le gouvernement, les syndicats, les RH, les cabinets de recrutement, parce que vous êtes face à des clients qui vous disent quand même comment je fais, parce que c'est ça votre réalité. Hein. Vous avez quand même des cadres qui disent s'il n'y a pas de semaine des 4 jours, je n'y vais pas. Puis vous êtes face à des clients qui vous disent mais nous, c'est hors de question. Enfin, Alors, oui. C'est aussi rigide que ça? Non, c'est pas aussi rigide et c'est pas encore aussi direct. On a eu ce parallèle avec le télétravail à l'époque, qui était peu exprimé aujourd'hui, qui est quelque chose de complètement assumé. La semaine de 4 jours reste une nouvelle tendance, reste une forme de réflexion et d'initiative lancée pour contrer nos difficultés de recrutement. On est sur un taux d'emploi exceptionnel. Les entreprises ont toujours autant de mal à recruter, à attirer. Donc c'est une forme de réponse. Dans les faits, on a des belles histoires, on en a d'autres plus compliquées qui n'ont pas fonctionné en France. On aime parler du cas anglais où il y a eu un test, j'allais dire quasi grandeur nature, il est discuté, mais 61 entreprises, 2900 salariés qui ont fait l'expérience. En Angleterre, hein. En Angleterre, ouais. Alors, et le panel est faible, mais c'est vrai que ça a très bien marché. 93% des entreprises ont continué, donc ça questionne, il y a des vertus, après il y a aussi beaucoup de limites et de questionnements. En tout cas, encore une fois, ça questionne
l'envie des DRH et des dirigeants de coller aux attentes des collaborateurs, de leur donner plus de flexibilité, de travailler leur image marque employeur et de faire la différence entre plusieurs employeurs, parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Les candidats ont le choix. La course folle à la réduction du nombre de jours travaillés, qui a commencé évidemment par le télétravail, qui ouvrait la porte. Et je trouve intéressant dans votre étude, parce que ça permet d'affiner un tout petit peu les raisons qui justifient cette semaine des 4 jours. Et on y voit en tête un temps qualitatif avec la famille ou les amis. Oui. À presque à égalité, avec 74%, le loisir et les hobbies. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le loisir fait partie intégrante de notre vie. Et puis ensuite, il y a des projets en freelance association, des gens qui s'engagent peut-être pour de l'associatif social, ou cours de développement personnel à 20% seulement. C'est-à-dire l'idée qu'on se forme soi-même sur des choses que l'on aime. Ça dit quand même 2 choses importantes de notre société quand même. Hein. La famille, qui revient au centre, et les loisirs. Ça, c'est très intéressant. Il y a 30 ans, on travaillait 39 heures à l'époque, ou même 40. On ne se posait pas la question. Le loisir, c'était ce qui restait. Là, le loisir est entré de plein pied dans notre vie. Et assumé. Encore une fois, je pense que c'était peu assumé. On imaginait peu que ce soit possible. Et ça vient questionner aussi tous les modes de collaboration. On parle de CDI, mais pour travailler sur le sujet de l'intérim expert, ça attire aussi beaucoup. Dans notre panel, on s'est rendu compte que ceux qui répondaient de manière plus positive sur ces attentes de flexibilité étaient d'une part les femmes et d'autre part les jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent. Typiquement, on avait un contrat d'intérim récemment où le candidat nous disait je veux OK pour ce contrat, mais fin septembre, je suis libre. Fin septembre, je me fais un voyage de 2 mois. Où j'ai un autre projet en parallèle, mais avec une volonté de pouvoir adapter à ses moments de vie, à ses passions, à ses hobbies, à ses quêtes de sens. Mais Coralie Rachet, vous qui avez un regard très panoramique sur le marché de l'emploi, on comprend que les salariés et les cadres ont un peu la main. Vous nous l'avez dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ils ont la main. Est-ce que vous y voyez un jour un retournement ou est-ce qu'on est dans une tendance très longue qui fait qu'on va rester dans ce phénomène? Je pense qu'il y a beaucoup de décideurs, de patrons. On avait la candidate du MEDEF, Dominique Carlac, qui était un peu hésitante. Le MEDEF est un peu hésitant sur la semaine des 4 jours. Est-ce qu'il y a un renversement du marché ou pas? Non, pas de renversement du marché. Ah oui. Les pénuries de compétences sont là. Structurellement, on va continuer à avoir des tensions. Encore une fois, est-ce que la semaine de 4 jours est le mode le plus adapté? Je pense qu'il y a une phase de test, d'expérimentation. Beaucoup discutent ce point parce qu'on a beaucoup insisté avec l'expérience du télétravail, avec une forme un peu de retour, de volonté à ce qu'on recrée du lien social. C'est que ces formes de réduction de temps de travail, et qu'est-ce que ça veut dire 4 jours? Ça veut dire que pendant 2-3 jours, il y a du télétravail en parallèle. Donc comment on crée ce lien social, cette intelligence collective, ce plaisir à se rencontrer? On parle beaucoup d'efficacité, mais attention à ce que l'entreprise reste un village social dans lequel on a aussi plaisir et envie à venir. Oui, parce que ceux qui vont accepter le télétravail plus la semaine des 4 jours, ce qui fait qu'ils voient un collaborateur une journée par semaine. Ça peut être compliqué. Plus un autre sujet problématique qui peut être une forme de fracture sociale. Clairement. Le télétravail. n'ont pas de télétravail. Hein. Exactement. Donc entre ceux qui pouvaient télétravailler, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui vont avoir le droit aux semaines de 4 jours, ceux qui ne peuvent pas. Dans l'enquête, d'ailleurs, les collaborateurs expliquent à 66% qu'ils sont conscients que beaucoup de secteurs ne pourront pas, beaucoup de métiers ne pourront pas. Évidemment. D'ailleurs, c'est peut-être la solution, disent les syndicats. J'ai lu un papier dans Le Monde. La semaine des 4 jours peut être la solution pour répondre aux salariés de première ligne qui sont postés et qui disent « mais moi, je ne suis pas col blanc, je suis obligé d'être posté devant une machine, devant un rayon de supermarché ». On évoque l'idée que cette solution pourrait permettre d'équilibrer les choses. Encore une fois, c'est une solution qui peut être intéressante. Il faut que l'entreprise soit mature, soit préparée, et l'accompagnement qui va bien. Certains sont accompagnés d'experts en neurosciences pour faire. C'est une grande et lourde transformation. Et attention, j'allais dire, à ces entreprises qui veulent s'emparer trop rapidement de ce sujet, de manière un peu trop marketing, sur lequel on peut avoir des gros risques. On a le droit à la déconnexion, donc attention d'être sûr que le 5e jour n'est pas connecté, qu'on n'ait pas un stress énorme qui vienne créer une surcharge mentale. Et la surcharge des 4 jours, tout en 35 heures en 4 jours, c'est pas 35 heures en 5 jours. Donc la solution n'est pas encore parfaite, même si à titre individuel, évidemment, elle séduit. Séduit. Un mot quand même, lisez cette étude, évidemment, Robert Walters, qui est très détaillée et qui permet d'avoir une photographie avec des chiffres assez incroyables. Et quand même, pour conclure, les salariés, vous les appelez les professionnels, souhaitent pouvoir définir eux-mêmes la journée off. Ça, c'est stratégique, parce que souvent, l'employeur vous dit ça sera le lundi ou le vendredi, et il ne peut pas et 35% disent d'ailleurs qu'en cours d'année, ils veulent aussi avoir le droit. Enfin, ça va se tendre avec les DRH. Hein.
Non, mais vous riez, c'est vrai. Flexibilité. C'est la flexibilité. C'est vrai que certains nombres d'entreprises sur cette semaine de 4 jours l'ont fait aussi pour des économies d'énergie. Donc, qui n'est pas du tout compatible en disant un lundi, un vendredi, on s'organise tous. Encore une fois, c'est le mot d'ordre, c'est flexibilité, c'est adaptabilité, c'est personnaliser les solutions. En tout cas, rien de généralisé pour l'instant. Mais beaucoup d'efforts de fait pour séduire les candidats, les attirer et les engager. Et vos équipes, Coralie Rachet, s'adaptent chez Robert Walters, forcément, parce que c'est quelque chose qui est en plein mouvement. Et forcément, les cabinets de recrutement, les chasseurs de tête, sont obligés de s'adapter. Merci d'être venu nous éclairer avec cette étude. Managing Director chez Robert Walters, cabinet Walters People et Robert Walters France, pour être complet. Le droit, je sais que le droit, ça vous intéresse. Coralie, on va s'intéresser aux ruptures conventionnelles. Alors, c'est entré dans les mœurs, la rupture conventionnelle. On se sépare, on rompt avec son employeur à travers un contrat. On vous explique tout de suite dans Smart et Réglo. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol. Ravi de vous retrouver, Étienne, avocat en droit social au cabinet Berry-Law. Le point est un point très complet parce que c'est très encadré sur les ruptures conventionnelles. D'abord, pourquoi avoir souhaité faire un point? Parce que les avocats suivent de très près l'évolution du droit et il y a une actualité sur ce sujet. Oui, qui est passée un peu inaperçue parce qu'elle rentre en vigueur en septembre prochain. Mais dans le cadre de la loi sur les retraites, dont on a beaucoup parlé sur beaucoup d'aspects, il y a un aspect qui est un peu passé sous les radars, qui est le fait que le paiement par l'employeur d'une taxe spécifique sur les ruptures conventionnelles, ce forfait-là passe de 20 à 30%, donc un renchérissement pour les employeurs du coût de la rupture conventionnelle. Donc je pensais que c'était important aussi de rappeler les règles de base sur la rupture conventionnelle, mais à compter du 1er septembre, ce coût va être renchéri. 500 000 ruptures conventionnelles, donc c'est quelque chose de très important. Oui, mais dire que c'est une manière de contourner le droit qui existait auparavant, on est bien d'accord? Alors, vous souriez. Oui, parce que c'est assez... On en a parlé sur ce plateau au moment de la présomption de démission, vous savez, sur les abandons de poste. Avec un article à l'Assemblée nationale. Exactement, spécifique là-dessus, on disait c'est quand même scandaleux que les salariés qui prennent l'initiative de partir touchent quand même Pôle emploi. Or, la rupture conventionnelle, qui était quand même à l'initiative du patronat en 2008, mise en place par le gouvernement Fillon, et c'est constaté par la DARES, donc l'Institut de statistique officielle du gouvernement, correspond dans les 3/4 des cas à des initiatives des salariés. C'est-à-dire c'est un contournement de la démission pour permettre aux collaborateurs qui partent de toucher Pôle emploi aussi. Et ça, curieusement, pas grand monde en a parlé au moment de cette présomption de démission. Donc, il y a autant... Statistiquement, c'est intéressant parce que vous avez tout à fait raison. Il y a 500 000 ruptures conventionnelles à peu près par an, ce qui est équivalent au nombre de démissions annuelles. Donc, si vous rajoutez 500 000 plus 3/4 de ruptures conventionnelles à l'initiative des salariés, ça fait près, quand même, de 800 000 départs à l'initiative des collaborateurs chaque année. Donc, quand on parle d'une grande démission, effectivement, il y a un sujet là-dessus. Et on l'entend souvent entre collaborateurs, t'as qu'à négocier ta rupture conventionnelle. Ça, les avocats l'entendent beaucoup. Quand même, un mot juste sur l'actualité. On va revenir sur la procédure parce qu'elle n'est pas si simple. Ça veut dire que l'idée, c'est que l'employeur réduise le nombre de ruptures conventionnelles en surenchérissant le coût pour l'entreprise, on est d'accord? Exactement, et partant aussi du principe qu'il y avait quand même pas mal de ruptures conventionnelles qui intervenaient avant que les collaborateurs n'ouvrent leur droit à pension de retraite. En fait, la raison sous-jacente, et c'est pour ça que c'est dans la réforme des retraites, c'est que corrélativement, on a allégé le coût des ruptures conventionnelles pour les salariés qui ont déjà leur droit à retraite. D'accord. Où l'ensemble de l'indemnisation dite de rupture conventionnelle est assujettie à charge sociale, alors que pour les autres des salariés, il y a une franchise quelque part à hauteur de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, donc à peu près 85 000 €. Et donc, on a aligné le régime fiscal et social des salariés partant en rupture conventionnelle alors qu'ils ont déjà leur droit à la retraite des autres. Et en contrepartie, on renchérit pour tout le monde le coût de la rupture conventionnelle. Donc, ça concerne notamment les seniors, puisque ça touche voilà, ceux qui avaient plus de 55 ans ou 56 ans et qui signaient qui dealaient une rupture conventionnelle. Exactement. La procédure, parce que c'est pas si simple pour ceux qui sont passés dans les ruptures conventionnelles, c'est quoi? Il y a des délais, il y a des documents? Il y a des délais, il y a des choses trappes, donc il faut faire attention quand on est en entreprise, puisque c'est généralement l'entreprise qui tient la plume, même si c'est souvent l'initiative du salarié, c'est l'entreprise qui tient la plume. Alors le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de simplification. Maintenant, il y a une plateforme dédiée, on peut remplir le formulaire en ligne, le soumettre, on doit le soumettre en ligne à l'administration, donc il y a quand même des outils facilitateurs. Il n'en demeure pas moins que schématiquement, on négocie la rupture conventionnelle, donc le montant
et la date de fin de contrat avec le collaborateur. Donc de gré à gré, on est d'accord. On négocie de gré à gré. Un salarié qui a 20 ans d'ancienneté fait une rupture conventionnelle, on va d'abord lui calculer ses droits légaux, on est d'accord. Exactement. En fait, l'indemnité ne peut pas être inférieure à son indemnité de licenciement. Donc on va calculer l'indemnité de licenciement et on va dire, voilà, l'indemnité à laquelle tu peux prétendre, c'est celle-là, on signe ou on signe pas. Après, on peut négocier plus, il n'y a pas de plafond, on peut signer le double, triple, quintuple, n'importe quoi, mais le minimum, c'est celui-là. Et en ce qui concerne les délais, en fait, il y a des délais incompressibles, c'est-à-dire entre le moment où on parvient à un accord et on signe le formulaire administratif, le CERFA, il y a d'abord une première période de 15 jours calendaires qui permet à chacune des deux parties, et souvent le collaborateur, de se retirer du formulaire. Le temps, la réflexion. Voilà, exactement. Finalement, on m'a mis le couteau sous la gorge pour signer, je ne suis plus d'accord pour signer. Ce qui arrive parfois, il faut le dire. Ça arrive parfois et ça passe l'entreprise dans de sales draps, parce qu'après, si c'est elle qui est à l'initiative de la rupture, ben, on se retrouve avec un collaborateur qu'il faut quand même faire partir, et il faut trouver une bonne raison pour le faire partir, alors qu'on est d'accord pour le faire à l'amiable. Et là, ça fait monter les enchères. Ça fait monter les enchères, exactement. Et une fois que ce délai de 15 jours est achevé, la partie la plus diligente, dit le texte, mais souvent c'est l'employeur, soumet le formulaire à l'administration sur la plateforme dédiée, et là, ça ouvre un second délai, qui est un délai là de 15 jours ouvrables, donc pas 15 jours calendaires, donc on exclut les dimanches et les jours fériés, et au mois de mai, ça peut rentrer en ligne de compte pour le calcul, d'où un autre showstrap, et avant que le contrat puisse être rompu. Est-ce qu'on peut signer une rupture avec un salarié malade, tous ces cas de figure un peu particuliers? Oui, on s'est beaucoup posé la question. Il y a eu pas mal de contentieux là-dessus, sur les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher, les salariés malades en accident professionnel, etc. La réponse est oui. La seule question que se pose la juridiction, c'est est-ce que le consentement a été libre ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que l'employeur a abusé d'une relation de fragilité ou de faiblesse pour imposer le consentement du collaborateur. Mais techniquement, rien ne l'interdit. Le régime fiscal et social, parce que la réalité, vous êtes avocat et il arrive que vous accompagnez des entreprises, mais aussi des salariés, qui vont vous dire, bon attendez, je veux bien que vous négociez pour moi, parce que souvent les avocats négocient de gré à gré. Bon, c'est combien en net? Oui, exactement. C'est toute la problématique. C'est assez confus. L'entreprise se demande combien ça va coûter en brut, chargé, donc avec les charges sociales, et le collaborateur veut savoir quel chèque il va recevoir à la fin. Donc effectivement, c'est un régime un peu compliqué, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous de ce qu'on appelle le plafond annuel de sécurité sociale multiplié par 2, donc en ce moment c'est 86 000 euros, en dessous de ce montant-là, il n'y a pas de charge sociale. Il n'y a qu'une fraction qui est soumise à CSG-CRDS. Donc pour le salarié, ce n'est pas un prélèvement significatif. En revanche, l'employeur, lui, va donc supporter jusqu'à présent le forfait social et à compter du 1er septembre, ce qu'on appelle une contribution patronale de 30%. Donc le coût est le fameux 30%, pour être concret, c'est 30% sur la somme globale versée aux salariés? Oui. Donc s'il lui verse 100 000 euros... Alors, non, c'est jusqu'à 85 000. Donc sur la base de 85 000, il va verser en plus 30% sur la base de 85, ce qui fait 3 x 8, 3 x 6, 18, 3 x 8, 24 000 euros en plus. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis le renchérissement. Qui n'est pas versé aux salariés, qui n'est pas versé aux salariés, qui est versé en cotisation patronale. Exactement. Alors il faut mettre ça en parallèle avec le coût des charges patronales sur du salaire qui est entre 40 et 45%. Donc c'est quand même moins, mais c'est quand même pour une indemnité de départ significative, surtout qu'une indemnité de licenciement, elle, pour le coup, elle ne supporte pas de forfait social. Mais non. Des contributions. Donc c'est un renchérissement du coût. L'impôt ou pas l'impôt? Ça, on vous la pose tout le temps. On la pose tout le temps. Pas d'impôt sur le revenu tant que l'indemnité est inférieure à 250 000 euros. L'indemnité nette globale reçue par le salarié. Mais quand on y compte les congés payés, l'ensemble des droits... Ça vient en plus. Et ça, pour le coup, c'est du salaire. Donc ça, pour le coup, ça rentre, c'est en solde de tout compte. Voilà. Donc ça rentre dans l'assiette imposable du collaborateur. Mais l'indemnité elle-même, tant qu'elle est inférieure à donc 6 plafonds annuels de sécurité sociale, elle est exonérée d'impôts. Qu'on soit clair avant de nous quitter, on parlait bien de l'indemnité. On ne parle pas des droits légaux, qui sont les congés payés accumulés sur l'année, qui vont être multipliés à quelques droits supplémentaires et qui vont faire déjà une première enveloppe. Exactement. Et qui viendra s'additionner à cette somme. À cette indemnité, exactement. On parle aussi de préavis. Souvent, les collaborateurs disent, mais alors, quid de mon préavis? Il faut savoir que dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Le délai est de 5 semaines minimum, ça peut être plus. On peut négocier une fin de contrat à 2, 3 mois, 4 mois après la rupture, mais ce ne sera pas du préavis. Un dernier mot, on signe des documents parfois qui permettent de verrouiller le salarié sur les secrets professionnels, sur... Oui, très bonne question, effectivement. On peut rajouter, souvent les entreprises nous disent, mais est-ce que je peux signer une transaction derrière pour être bien sûr qu'il ne viendra pas au prud'homme derrière? Alors il faut savoir qu'on ne peut pas transiger sur la cause de la rupture, puisque ce point-là est soldé par la rupture conventionnelle, puisque c'est un accord amiable. En revanche, on peut conclure une transaction sur d'autres éléments
de la relation de travail, typiquement des heures supplémentaires, du harcèlement moral, etc. etc. Mais sur le principe de la rupture, non, il est interdit de faire une transaction qui vienne doubler quelque part la rupture conventionnelle. Pour ne pas revoir le salarié au prud'homme, 6 mois plus tard, revendiquant cette fois-ci les droits devant une juridiction. Merci, c'était un vrai plaisir parce que c'est un sujet vraiment très très important, Étienne. Et oui, 500 000 ruptures, c'est quand même une somme. C'est pas rien. Est-ce que ce surenchérissement de la cotisation patronale va freiner? J'en suis pas sûr. Vous viendrez nous le dire peut-être dans 6 mois. L'année prochaine. Merci Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse à l'homophobie. C'est la journée internationale de l'homophobie dans quelques jours. On va en parler avec nos invités. Comment les choses se passent en entreprise? Comment cela est vécu? Le coming out, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on est bloqué dans sa carrière lorsqu'on dévoile ses orientations sexuelles? On en parle avec mes invités juste après la pause. C'est le débat du Cercle RH. Le Cercle RH et le débat a déjà commencé sur le plateau avec mes invités. On va parler de l'intégration des LGBT+, dans l'entreprise à travers des sondages, à travers cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Ce sera le 17 mai prochain. On va faire le point parce qu'à la fois les choses avancent. Quand on regarde les chiffres, ça avance lentement. C'est pas si simple. Les directions, les COMEX, les managers, pas forcément connectés à ces sujets. Et on voit des chiffres qui sont alarmants, tant sur les propos que sur parfois même des agressions et que sur des situations de gêne. On se dit, mais si je dévoile mon homosexualité, j'ai peut-être pas beaucoup de chances de monter en grade dans l'entreprise. En tout cas, c'est ce qui ressort dans certaines études. On en parle avec mes invités. Catherine Tripon, ravie de vous retrouver. Merci. Très heureux de vous accueillir. Porte-parole de l'autre cercle et co-responsable pôle employeur et de Voilà avec un T, visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail, avec ce guide que je vais présenter. Il est là, de l'autre cercle. Ludique et extrêmement clair. On parlera aussi des campagnes de sensibilisation, c'est important. Et puis, j'accueille Anne-Laure Thomas. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous étiez il y a quelques mois sur notre plateau pour parler justement aussi du sexisme, coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. On peut dire des managers et des manageuses ou c'est que les managers? Non, on peut dire des managers et des manageuses. On peut dire manageuses. Mais bien sûr. Parce qu'il y a aussi des manageuses qui parfois dérapent, non? Ça arrive. En tous les cas, on peut parler de tout le monde et surtout, on s'occupe de toutes les personnes dans l'entreprise et c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est intéressant, vous étiez venue il y a un peu plus d'1 an, Catherine Tripon, qui permet d'avoir aussi un tableau de bord, une évolution. Les chiffres que j'ai vus en préparant l'émission, il y a à la fois une prise de conscience, mais les agressions, les discriminations, le sentiment d'être exclu, il reste quand même, à quelques jours de cette journée internationale, il reste quand même très fort dans l'entreprise. Alors en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut prendre l'autre cercle a 25 ans d'existence, on voit l'évolution, mais sur ces dernières années, on a effectivement depuis 1 an ou 2 ans un accroissement des agressions physiques envers les personnes LGBT+. L'ILGA, qui est l'organisation internationale, a sorti une grande enquête au niveau européen et aux pays asiatiques. Et en France, on a un accroissement, ce qui ressort d'ailleurs dans le baromètre IFOP Autre Cercle qu'on a eu tous les 2 ans, où il y a d'abord plus d'agressions de violence. Donc une personne sur 3 LGBT+, a subi effectivement une agression de discrimination. Plus des moitiés ne sont pas visibles, alors que dans l'enquête de 2020, il y en avait un peu plus de la moitié qui était visible. Donc on voit effectivement le corollaire. Donc on se cache un peu plus? On se cache un peu plus, absolument. C'est ça. Hein. Et ça va même s'accroître avec les lesbiennes, puisque dans le programme Voilà, qui a été soutenu par l'État et par un certain nombre d'entreprises, on a lancé la première grande enquête. Alors elle est française, mais elle peut être mondiale, parce qu'on a trouvé nulle part ailleurs l'équivalent, où là, c'est 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme et qui travaillent, c'est vraiment le panel de l'IFOP, 53% qui ont subi agression ou discrimination. Donc même plus que la moyenne pondérée des personnes LGBT+. À côté de ça, on sent très fortement, et l'autre cercle est extrêmement sollicité, et on en est ravis de voir que ça porte ses fruits, beaucoup plus d'organisations aujourd'hui, alors on va parler peut-être plus entreprises, c'est plus la cible de Bismarck, mais de manière globale, les employeurs publics et privés. Non, mais on parlera de la fonction publique, il ne faut pas la négliger. Je vous confirme, ouais. Mais on voit un accroissement effectivement de demande de mettre le sujet sur la table, avec évidemment des niveaux de culture personnelle. Donc, c'est-à-dire, par la boîte différente. Conférence, en parler, faire de la formation, parce que mettre les sujets sur la table, on peut en parler à la machine à café, mais il faut, et ça vous concerne, que le top management, j'ai même envie de dire que la direction,
s'empare de ce sujet. C'est une de vos missions au sein de l'association. Tout à fait. Donc, juste l'association, pour ceux qui ne connaissent pas la FMD, on regroupe à peu près 160 organisations, entreprises, administrations, sur tous les sujets de la diversité, dont tous les sujets liés à l'orientation sexuelle et à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et donc, l'objectif premier de la FMD, c'est de pouvoir proposer des moments d'échange pour mettre en place des bonnes pratiques déjà dans l'entreprise, pour en parler, pour faire connaître, pour sensibiliser, pour former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Ça, c'est vraiment essentiel. Tout ce qui va être formation, sensibilisation, afficher une tolérance zéro également sur les discriminations, c'est essentiel. Et ça, comme vous le dites, à tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Salariés, stagiaires, top management, COMEX, on en parlait tout à l'heure, à tous les niveaux, il faut que l'ensemble des personnes soient onboardées et travaillent sur le sujet et ne discriminent pas. Anne-Laure, je vous dis ça parce que dans le sondage IFOP, si j'ai bien lu, il y a une forte demande des salariés se tournant vers les managers en disant c'est du côté des managers que ça ne marche pas. Il y a quoi? Il y a de la pédagogie, il y a de la formation, parce que vraiment, quels sont les outils que vous proposez? Parce que vous n'imposez rien, mais vous dites qu'il faudrait quand même avancer. Pour avancer plus vite, qu'est-ce qu'on met sur la table comme outil pour sensibiliser? Alors, ce que la FMD propose aux entreprises, aux organisations, c'est effectivement de la formation. C'est la base, c'est essentiel. Former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, tous. Et on propose même une formation quand on rentre en fait dans l'entreprise à la non-discrimination, afin que personne, j'ai envie de dire, ne passe au travers des mailles du filet, que tout le monde soit formé. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est faire savoir. Faire savoir par le biais de campagnes de communication, de sensibilisation, que l'entreprise a une vraie politique engagée et qu'il y a une tolérance zéro sur la discrimination. Je crois qu'afficher ce principe de tolérance zéro, il est essentiel pour que chacun, chacune sache la position de l'entreprise, pour que les personnes se rendent compte que la discrimination n'a pas sa place et que ça crée en fait un espace de travail qui soit respectueux, qui soit bienveillant, où chacun et chacune puisse avoir sa place. Catherine Tripon, quelques chiffres, c'est vous qui les portez d'ailleurs à travers l'autre cercle. Un salarié interrogé sur 10 confie avoir déjà été victime d'actes de violence physique ou sexuelle au travail. Et pour compléter tout cela, c'est quelques chiffres autour de l'invisibilité des LGBT+. 60% des LGBT+, sont invisibles auprès de leur hiérarchie directe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Se camouflent, se cachent, se dissimulent. 83% des invisibles veulent préserver leur évolution de carrière. Donc, ils pensent que ça impacte leur évolution. Et 67% des invisibles veulent préserver leur bien-être quotidien au travail. En un mot, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Alors, le travail, c'est un travail quotidien. Vous savez, la question de la diversité, comme la question de l'inclusion, ça ne se décrète pas. Ça se construit durablement. Oui. Donc, il faut, comme des preuves d'amour, il faut apporter des preuves d'amour, même si on aime quelqu'un. C'est pas qu'une journée internationale, c'est au quotidien. Absolument. Je copierais Najat Belkacem en disant que, comme le 8 mars, le 17 mai, c'est tous les jours. Ça devrait être tous les jours. L'un des enjeux, en fait, finalement, quand vous évoquez effectivement ce chiffre de la visibilité, dans le baromètre IFOP Autre Cercle, on a un panel représentatif de la société française et un panel auprès, effectivement, de manière totalement anonymisée, des salariés ou agents et agentes de nos signataires de la charte. Et là, c'est moins d'un tiers qui sont non visibles. Donc, moins d'un tiers non visible. Donc ça marche, quand on met la charte. Chez les signataires de la charte, les 2 tiers non visibles dans un panel global. Alors, signer une charte, ça ne résout pas la question. Si la loi empêchait le délit, ça se saurait. En revanche, et ça boucle complètement... Vous faites peur. Mais on accumule des lois, mais globalement, elles ne servent pas à grand-chose. Ça n'empêche pas les listes. Donc voilà, on n'aurait pas 75 000 personnes en prison aujourd'hui. C'est vrai. Surpeuplées. Mais par ailleurs. Mais Catherine Tripon, juste un mot quand même. Les secteurs que vous interrogez, ça touche le tertiaire, ça touche... Tout. C'est tous les secteurs, ça touche plus certains secteurs que d'autres. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers où vous dites qu'il faut être un peu plus vigilant que d'autres? En fait... C'est partout. Là, vous avez du sexisme. Là, vous avez évidemment du machisme. Vous aurez des LGBT-phobies. Et le sexisme est un point nodal qu'on évoque d'ailleurs dans notre guide que vous m'avez piqué, vous l'avez planqué. Mais bien sûr, il est là. Attendez, Catherine, j'ai pas. Le guide, je vous rends votre guide. Dans le guide, il y a tout un volet justement sur la question du sexisme. Mais tenez, je vous rends votre guide en direct. Mais attendez, mais bien sûr. Voilà. Dans ce guide, on évoque effectivement la question du sexisme. C'est la place de la femme. C'est la place de la femme dans la société, dans le monde du travail, puisqu'on est ici le monde du travail, où aujourd'hui, malgré loi, décret d'application, index, égalité, programme volontariste, égalité femmes-hommes, on a quand même aujourd'hui des vraies distorsions de comportement vis-à-vis des femmes. Si en plus elles sont noires, si elles sont maghrébines, si elles sont asiatiques, si elles sont lesbiennes, alors souvent vous avez une couche supplémentaire.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un critère visible, le fait d'être femme, le fait d'être noire, maghrébine, voilà, d'avoir un handicap, vous n'allez pas en plus vous rendre visible. Et quand je vais vous rendre visible, l'impact il est beaucoup plus grave. Je ne vais pas activer des droits auxquels j'ai droit. Dans notre enquête, on a 38% de femmes lesbiennes et bisexuelles qui n'ont pas mis leur conjointe sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. Ça devient un vrai sujet, 38%. 33% qui n'ont pas activé le congé d'accueil. Alors qu'ils y ont droit, il faut préciser qu'en général, on met le conjoint ou la conjointe sur la mutuelle. Bien sûr, absolument. Elles ne le font pas parce que ça implique de faire un coming out forcé et que si je n'ai pas de certitude qu'il n'y aura pas d'incidence sur ma vie au quotidien, sur ce que tu dis très justement sur l'évolution de carrière et puis sur mes relations avec mes collègues dans mon collectif de travail, je ne vais pas prendre le risque. Donc il faut des démarches très volontaristes et sanctionner quand il faut savoir sanctionner et objectiver. C'est pour ça que les labels, des engagements en matière d'objectifs de développement durable, des moyens effectivement de certifier, d'objectiver les raisons qui font qu'à un moment donné, on va recruter ou pas recruter, on va accorder une prime ou pas une prime, une augmentation, et on va promouvoir quelqu'un pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Le coming out, parce que j'évoquais votre coprésidence de la FMD, mais vous êtes aussi en charge de l'inclusion de la diversité chez L'Oréal, il faut quand même le préciser, je ne l'avais pas dit. Le coming out, ça c'est un sujet aussi qui est traité, qui est traité depuis un certain temps. Ceux qui sont interrogés disent, mais attendez, moi je ne prends pas le risque quand même. Il y a, dans ce qu'on lit, de ce qu'on entend, je prends un risque. Si tout d'un coup je deviens un peu militant de ma cause en disant, j'assume totalement ma sexualité, là, dans les faits, on lit qu'ils prennent des risques pour leur carrière. C'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, c'est extrêmement important d'y travailler tous les jours. Ça, c'est vraiment la règle pour les entreprises et c'est ce que dit la FMD. C'est, il y a le 17 mai, il y a le mois des fiertés, mais surtout la diversité, on y travaille tous les jours. C'est aussi pour ça que la FMD et que de nombreuses entreprises, dont L'Oréal, on est signataire de la charte de l'autre cercle et qu'on incite et qu'on encourage. Pourquoi ? Parce que signer cette charte, elle est signée par les CEO. Tout à l'heure, on parlait du top management. Ça montre l'implication du top management. Ça permet aussi aux entreprises de faire des bilans réguliers. Ça permet de mesurer les évolutions. Et tout ça, c'est essentiel pour mener une politique pour lutter contre les discriminations. Et je reviens sur le coming out. Donc, c'est travaillé tous les ans. Moi, ce que j'apprécie dans ces marronniers, donc du 17 mai, du 8 mars, du mois des fiertés, c'est que c'est l'occasion parfois de mettre un zoom, de mettre l'accent sur un sujet. Et donc là, pour revenir sur L'Oréal... De réveiller les consciences. Exactement. Et l'an dernier, on a choisi de le faire sur le coming out. Déjà pour expliquer que le coming out, ça peut être à tous les âges. Et ça, c'est important. On peut avoir une famille et faire son coming out après. Donc ça, c'est important pour que tout le monde, dans toutes les situations, se sente à l'aise de le faire si il ou elle le souhaite. Ça, c'est la première chose aussi. Et la deuxième chose qu'on a voulu faire aussi sur le coming out, c'est que dans un groupe comme L'Oréal, mais dans toutes les entreprises, administrations, il y a des parents. Et pour certains parents, ça peut être difficile le coming out de leur enfant. Et on a voulu aussi témoigner pour accompagner, pour que les collaborateurs et les collaboratrices puissent parler entre eux de leur situation personnelle. S'ils en ont envie, encore une fois, d'où l'importance d'avoir des espaces qui soient respectueux et authentiques, pour parler, s'ils ont envie, de leur vie privée. Et uniquement s'ils ont envie, mais on sait que les frontières vie privée, vie professionnelle sont extrêmement fines et l'important... De plus en plus fines d'ailleurs. De plus en plus fines. Le télétravail. Et te sentir à l'aise. Un mot sur quand même l'aspect de l'engagement de vos actions, parce qu'il faut être finalement assez militant, il faut s'engager. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? On a eu MeToo, on a eu Balance ton agency, on a eu pas mal d'initiatives de collaborateurs sur d'autres sujets, mais qui sont liés au sexisme, aux discriminations. Est-ce que vous dites qu'il faudrait que les collaborateurs aillent plus loin encore et sur un site dédié puissent, j'allais dire, balancer, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même peu de sanctions prises lorsqu'il y a il y a beaucoup de gens qui parlent de moqueries désobligeantes ou de propos vexants. Bon, voilà, c'est vexant, ça glisse, les managers n'interviennent pas, parce qu'après tout, ça rentre dans le flux de la vie de l'entreprise. Et néanmoins, c'est quelque chose de blessant. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors, est-ce qu'il faut être encore plus militant ? D'abord, je pense que c'est pas de militantisme. On ne parle pas de militantisme au travail. Non, mais de l'action. Donc, la question, c'est l'exemplarité sur le lieu de travail. C'est l'exemplarité de la direction générale, qui doit vraiment être très claire avec le zéro tolérance que tu rappelais. C'est aussi la question des alliés. Nous avons aussi sorti un guide en mois de décembre sur les alliés, parce que finalement, si on estime entre 7 et 10% de la population serait LGBT+, ça veut dire qu'à fortiori, on a au moins 90, voire 93% de personnes qui seraient hétérosexuelles, donc des alliés. Et fondamentalement, le propos, le plaidoyer de l'autre sexe, c'est de dire, c'est aux personnes non concernées par le critère d'être extrêmement claires et de ne rien laisser passer de comportement. Si on porte la charge
charge sur les épaules de la personne concernée, on n'avancera pas. C'est aux hommes de défendre la question de l'égalité femmes-hommes. C'est aux blancs, effectivement, de défendre la question de l'origine et des comportements, effectivement, racistes ou antisémites. Et ça, c'est ça l'inclusion. La différence avec la diversité, qui est de la mécanique. On doit être représentatif de la société française et faire en sorte que quelqu'un, en raison d'un critère qui peut être discriminant, ne soit pas retoqué pour tel et tel projet. Mais l'inclusion, c'est avoir le sentiment d'appartenance dans le collectif de travail. C'est tout le groupe, c'est pas le groupe des RH. Oui, c'est le groupe des collègues, de tout le monde. Et on parlait tout à l'heure des managers de proximité. Très souvent, en matière de diversité, on n'apprend pas un manager de proximité à gérer un conflit. Alors, on peut avoir des grandes démarches. C'est ce que j'allais vous demander. C'est ça qui est plus difficile. Il assiste à quelque chose et il n'a pas d'outils, hormis le fait de dire c'est inadmissible, tu n'as pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir la RH, il dénonce le fait, il met en difficulté. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est compliqué parce que c'est difficile parfois de juger évidemment. ce qui relève de la mauvaise blague que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, mais en même temps, voilà, c'est comme dire les blagues de blonde où il fait un peu pédé celui-là. C'est pas du sexisme lourd, c'est pas de l'homophobie lourde, mais c'est quand même rarement un compliment. C'est inadmissible. En tous les cas, c'est inadmissible. On est bien ça n'a d'accord. pas sa place Vous voyez. dans un lieu de travail. Oui, mais ça a sa place. Qu'est-ce qu'on fait juste avant de nous quitter ? On va voir le DRH ? Parce qu'à un moment donné, on est à la limite entre la délation, on se dit est-ce que je vais le faire ? C'est contraire à mes valeurs. C'est pas si simple en fait. Il y a deux, trois choses qu'on n'a pas abordées et que j'ai très envie de dire. Donc j'en profite. C'est l'occasion. C'est maintenant, Anne-Laure. Comme on en avait parlé ensemble lors du sexisme, il y a le rôle du témoin qui est primordial. C'est vrai, le troisième. Parce que quand on est victime, quand on entend ces propos discriminants, parfois c'est difficile de répondre. Et il y a beaucoup d'affect. Quand on est témoin, quand on a une tierce personne, position plus froide, beaucoup plus facile de répondre et de remettre à sa place la personne. Donc ça, c'est extrêmement important. On n'a pas abordé, mais avec l'autre cercle, on a la possibilité de nommer des rôles modèles. Et je pense que c'est important parce qu'il y a le rôle modèle des alliés. On parlait des alliés et je suis convaincue, moi, de l'importance du rôle des alliés à tous les niveaux. Les personnes qui rentrent dans l'entreprise, des personnes qui ont de l'expérience, des managers. Et donc, je trouve qu'avoir des rôles modèles, ça montre aussi dans l'entreprise, parce qu'on va parler de nos rôles modèles, ça libère la parole et ça montre la place, le respect qu'on donne à chacune et à chacun. Ça, c'est parce que tu crées les conditions pour ça. D'accord. Un tout dernier mot, Catherine Tripon, parce que vous m'avez repris votre guide et je vais donc le reprendre. Voilà le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail. Et puis il y a le guide des alliés aussi. Et le guide des alliés dont on a parlé sur ce plateau, qui sont ceux qui accompagnent hétérosexuels et qui sont des alliés. Les initiatives, un mot, il y a un site internet, des initiatives, des actions concrètes pour cette journée du 17 mai. Alors pas pour la journée du 17 mai, mais j'aimerais quand même parler que la FMD a créé depuis 10 ans, elle met à jour un guide de lutte, un guide de prévention et de lutte contre l'homophobie qu'elle a travaillé avec SOS Homophobie et qu'on peut retrouver sur le site de la FMD, ça c'est extrêmement important. Et puis à suivre au mois de juin, le lancement du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie par le gouvernement. Oui. Donc la FMD, l'autre cercle, travaille à ce plan de lutte contre l'homophobie. Mais donc il sortira au mois de juin, il est trop tôt pour en parler, mais j'invite tout le monde à suivre ces nouvelles en juin. Merci. Un mot conclusif. Rôlemodèle-lgbt.org. Candidater, nominer des rôles modèles alliés ou LGBT+, dirigeants, pas dirigeants. Donc engagez-vous. Et rendez-vous le 10 octobre pour la 5e cérémonie des rôles modèles de l'autre cercle. Donc, ça veut dire que vous me donnez rendez-vous et vous nous donnez rendez-vous ici sur ce plateau pour en parler avant et peut-être après. Merci, mesdames, d'être venues nous éclairer. C'était à l'occasion de cette journée, vous l'aurez compris, mais c'est tous les jours ce combat et cette action concrète sur le terrain et dans les entreprises. Merci Anne-Laure Thomas, coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et vous êtes en charge de l'inclusion de la diversité chez L'Oréal. Et merci à Catherine Tripon, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail, c'est vous qui le portez avec vos équipes. Voilà l'autre cercle. De bénévoles. L'autre cercle. Merci à vous, merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle des influenceurs. Tiens, ils peuvent aussi avoir un rôle très important sur ces sujets-là, si les influenceurs devenaient aussi des rôles modèles. On en parle avec Julien Morisson, justement, de ces influenceurs. Fenêtre sur l'emploi, on parle beaucoup des influenceurs, mais des influenceurs au sein des entreprises. On en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. CEO des Années Folles, donc c'est un sujet évidemment qui vous concerne très directement.
essayons d'abord sur la thématique de dissiper le malentendu. L'idée, c'est pas d'acheter un influenceur très connu sur Insta. Pas du tout. C'est pas ça. C'est un salarié Exactement. qui a sa communauté. Exactement. L'idée, c'est que vous avez recruté quelqu'un et vous apercevez, après, au bout de 2 mois, 3 mois, qu'il a une communauté qui est importante dans l'entreprise. Mais à la base, vous n'avez pas recruté pour ça. Vous le découvrirez ou vous le découvrez ultérieurement. C'est ça l'objet de la chronique de ce jour. Concrètement, c'est un atout assez incroyable pour l'entreprise. Dès lors qu'elle décide de s'appuyer sur cet influenceur dans l'entreprise, on est d'accord. Parfois, l'entreprise n'a pas envie. Bien sûr. Tout dépend de l'objectif dans lequel ça s'inscrit et tout dépend de l'objectif dans lequel le créateur aussi s'inscrit. Là, je suis vraiment parti pour cette chronique autour de créateurs qui vont pouvoir communiquer sur des sujets autour du juridique, autour de l'assurance, autour du marketing, des sujets avec du fond sur lesquels l'entreprise peut se dire ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va promouvoir, by the way, ce que l'on fait. Mais encore une fois, ça n'est pas le job initial du salarié pour lequel vous avez été amené à le recruter. Mais vous qui avez une petite idée derrière la tête, puisque vous êtes en plateau pour nous en parler, c'est de se dire quand même que les entreprises soient un peu vigilantes et utilisent ces salariés et peut-être les valorisent. Il y a quand même une belle stratégie à monter là. C'est hyper tentant. Imaginez, vous êtes dans l'assurance, vous commercialisez des produits et vous apercevez que le salarié en question, il est passionné de l'assurance et il va communiquer régulièrement sur ses réseaux sociaux. Ça peut être intéressant de dire qu'il relaye, ça peut donner du leads, ça peut donner la notoriété, ça peut pourquoi pas avoir des retombées presse. Bref, c'est un moyen pour vous d'assurer la notoriété d'un salarié qui vous connaît, qui connaît aussi vos avantages internes finalement et qui va savoir un peu comment les tourner à son avantage. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une belle coordination entre le service de communication. Non mais vous riez, mais c'est ce sujet. Non. Et que tout d'un coup, cet influenceur va avoir une visibilité bien supérieure au tweet de l'entreprise. C'est très probable. Et se retrouve dans une situation un peu de starification dans l'entreprise. Exactement, c'est très probable. Alors, encore une fois, quand vous avez recruté quelqu'un qui est dans le service communication marketing, la question ne se pose pas. Mais quand il est dans le service qualité, sécurité, juridique, la question se pose de savoir comment je coordonne les choses et comment j'évite qu'ils disent parfois des choses qui vont pouvoir nous exposer, tout en respectant évidemment sa liberté de ton et surtout sa vie personnelle et sa vie privée. Donc ça va nécessiter quand même de caler les choses et d'éviter de l'exposer à tort. Mais vous évoquez même le risque du salarié diva, qui tout d'un coup devient totalement intouchable, parce qu'après tout, il a 1 million de vues sur Insta et qu'il fait, je mets des guillemets, la pluie et le beau temps. Exactement. Il y a un danger quand même. Exactement. Alors dans les risques évidemment qu'il peut y avoir, c'est d'avoir un salarié qui a bien conscience du poids qu'il a dans l'entreprise. Il sait qu'il n'est pas recruté pour ça. Il peut être, par exemple, ça peut être quelqu'un dans la sécurité, je suis caricaturé, mais qui sait qu'il est suivi par une communauté très importante et pour lequel, s'il commence à parler un peu de ses malheurs, sa communauté va être très engagée à acheter ou pas acheter vos produits. Donc naturellement, il faut, de mon point de vue, avoir un contrat qui est très vigilant en la matière. Je sais qu'il y a des avocats qui commencent à donner des spécificités dans le contrat de travail pour caler ce point-là. Caler aussi avec la communication sur les doux et les don'ts pour éviter des bad buzz qui peuvent être susceptibles d'intervenir et aussi expliquer son rôle à ce salarié-là qui, encore une fois, n'a pas été recruté pour ça. Et lui, puisqu'on est sur une entreprise RH Emploi, est-ce que cet influenceur peut dire à un moment donné, écoutez, vous m'avez embauché à tel salaire comme juriste ou spécialiste des questions de sécurité, je vous amène de manière indirecte quand même beaucoup de clients. Est-ce qu'il y a à un moment donné l'idée qu'avec la RH, on deal quelque chose ? Alors pour moi, c'est une excellente question et c'est vrai qu'à terme, pour moi, ça devrait tout à fait être traité aussi bien que le service sales marketing. Si vous avez quelqu'un qui communique et qui vous apercevez qui génère des leads ou de la notoriété, de mon point de vue, ça n'est pas choquant qu'il puisse y avoir un incentive et on viendrait, si on était sur la RH, d'avoir un RH business. Car pour moi, le business peut être totalement lié à ça. Alors, on ne va pas pouvoir en traiter là de la marque employeur, mais demain, la RH pourra aussi, en communiquant, générer du business et avoir cette fois-ci un input sur le chiffre d'affaires qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Donc, la vigilance ou l'intelligence de l'entreprise à détecter ces profils et à en faire des ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs, des gens très impliqués, et c'est un moyen finalement à bon compte d'avoir des salariés impliqués. On sait que l'engagement c'est extrêmement important. Là, vous avez des collaborateurs qui vont être très engagés. Ça peut être aussi compter sur leur créativité, sur leur maîtrise des réseaux sociaux. Une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux n'a plus de chance d'exister. Donc, compter sur leur œil neuf, sur leur capacité un peu d'assertivité médiatique. Savoir s'ouvrir à ces profils un peu originaux, des fois un petit peu pas facile à gérer. Pas toujours. Mais c'est aussi la vie d'une entreprise. Merci Julien Morisson de nous avoir éclairé. Je pense que c'est un sujet dont il faut continuer à tirer le fil parce que je pense que c'est un sujet essentiel. CEO des années folles, merci de nous avoir rendu visite et d'avoir terminé l'émission avec moi. C'était un vrai plaisir évidemment de partager ce moment avec vous et avec mes invités. Merci à toute l'équipe de réalisation, Théo à la réalisation. Je remercie Saïd au son, je remercie l'équipe de programmation bien sûr, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, portez-vous bien et puis je vous dis à demain. Bye bye.